qu'Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin François Fillon. Bonjour François Fillon. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio, quelques heures après le débat de l'entre-deux tours. Vous avez le sentiment d'avoir gagné la partie hier soir? Comme je l'ai dit hier soir, c'est pas un combat, donc c'est pas une question de gagner ou de pas gagner. Mais je pense que le débat s'est bien passé, qu'il a été sérieux, qu'il a été digne, qu'il a été dans l'esprit, au fond, pour l'essentiel de la primaire de la droite et du centre, dont on avait annoncé qu'il y aurait du sang sur les murs, et qui, à l'exception de 2 ou 3 jours de débordement, a été plutôt une primaire de bonne tenue. Voilà. Alors justement, on a senti quand même, après ces 2-3 jours dont vous parlez, une volonté d'apaisement chez Alain Juppé hier soir. Il était allé trop loin sur certains aspects. Oui, je pense que c'était à la fois contre-productif pour lui-même, c'était contre-productif pour la droite et le centre dans leur ensemble, et c'était surtout tellement caricatural que ça ne pouvait profiter à personne. Caricature, c'est un mot que vous avez prononcé en effet plusieurs fois. Qui est faible d'ailleurs parfois. Hier soir. Qui est faible, c'est-à-dire ? Enfin, on a assisté à un déchaînement ridicule d'un petit microcosme qui prétend tout savoir et qui voudrait imposer sa vision. Enfin, j'ai quand même été traité de Tarek Ramadan de sacristie et quasiment de maréchal Pétain par Pierre Berger. Il faut que ces gens... Il a parlé de la France pétainiste. Oui, il faut que ces gens comprennent que, aveuglés par leur arrogance, par leur suffisance, ce sont les meilleurs agents électoraux des extrémistes, même Madame Le Pen. Les meilleurs agents électoraux de Marine Le Pen. Oui, absolument. Vous pensez qu'ils font monter le vote Front National? Bien sûr, par cette arrogance, par cette manière le Front National d'imposer leur vision de la société, qui n'est pas forcément celle de tous les Français. Un peu d'ouverture d'esprit, un peu d'écoute des autres, un peu d'écoute du peuple français, ça ne leur ferait pas de mal. Mais si un jour vous deviez vous retrouver face au Front National, vous seriez convaincant en expliquant que vous êtes anti-système et que le microcosme est contre vous? Vous êtes sûr? Mais la question n'est pas de savoir si je serai convaincant, la question est de savoir si ce microcosme dérape ou pas, s'il ne commet pas des fautes. Enfin, comparer le programme qui est le mien à Vichy, soit ça veut dire que M. Berger n'a aucune culture et aucune référence historique, soit ça veut dire qu'il est dans une espèce de provocation qui n'est pas digne de quelqu'un qui, par ailleurs, se pose en donneur de leçons. On va revenir, si vous le voulez bien, sur des éléments de votre programme. On a besoin de précision. Alors, vous insistez beaucoup sur l'efficacité présumée de ce programme. Vos réformes, vous l'avez dit, vous les faites passer par ordonnance entre le 1er juillet et le 30 septembre. Pour une part par ordonnance et pour d'autres par un débat législatif normal. Retraite, temps de travail, fiscalité, apprentissage. Une précision sur la réforme du Code du travail. Vous supprimez le monopole syndical au premier tour des élections. Autrement dit, tout le monde pourra se présenter, et pas seulement les adhérents syndicaux. Le but, c'est d'introduire le progressisme dans le syndicalisme? Oui, le but, c'est de déverrouiller un système qui est figé sur des bases qui sont des bases historiques et qui, compte tenu... et ça vaut d'ailleurs pas seulement pour les syndicats, je pense que ça vaut pour beaucoup de structures de la société française qui sont étriquées, enfermées sur elles-mêmes, qui ont besoin de s'ouvrir. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus accepter que ces organisations syndicales aient un monopole. Mais alors, vous permettrez aussi qu'un candidat proche du patron de l'entreprise se présente, ça ne vous gêne pas? Non, mais ça me fait rire. Oui, ça me fait rire. C'est encore une caricature. Non, c'est pas une caricature, mais c'est que on a l'impression qu'on vit dans les années 50 ou dans les années 30. On est dans les années 2016. Il y a aujourd'hui beaucoup de citoyens qui sont prêts à s'engager. Il y a un dialogue social qui existe dans les entreprises, qui est beaucoup plus équilibré que ce qu'on raconte. Et donc, peut-être justement parce qu'il y a des garde-fous. Vous permettrez par cette réforme qu'un salarié. Je permettrai par cette réforme que la démocratie s'exprime. Voilà. Les syndicats sont trop puissants? Non, ils sont pas puissants, justement, ils sont assez faibles d'ailleurs, ils sont faibles. Et moi je préférais qu'ils soient plus puissants, moi je préférais qu'il y ait une grande ou 2 grandes organisations syndicales puissantes. Vous ne cherchez pas à les affaiblir par cette réforme? Mais ils sont faibles par eux-mêmes, ils sont faibles par leur comportement, ils sont faibles par le fait qu'ils ont peu d'adhérents, par le fait que les Français ne sont pas séduits, ne sont pas convaincus, ni par les syndicats, ni par les partis politiques. Tous les mêmes d'ailleurs, les syndicats, vous les mettez tous Non, ils sont très différents. Ils sont très différents. On voit bien qu'il y a une organisation syndicale qui évolue vers une forme de progressisme, la CFDT, avec ici ou là enfin c'est pas uniforme, mais on voit bien quand même qu'il y a un mouvement qui est engagé depuis longtemps d'ailleurs, hein. Et puis il y a une organisation syndicale qui reste accrochée à des
dogmes et à des conceptions. Celle-là, c'est la CGT. Oui, et alors qui a déjà réagi négativement d'ailleurs, notamment lundi, à votre programme. La CGT bloque la France pour une réforme du travail que vous jugerez lilliputienne par rapport à vos projets. Vous imaginez que parce que vous avez annoncé la couleur, ça n'arrivera pas en pire? Mais la CGT n'a jamais bloqué la France, Madame Martichoux. C'est encore une façon de parler qui aboutit à décourager tout le monde de faire des réformes. On dit ils ont bloqué la France, c'est juste faux. Est-ce que la France a été bloquée? Quand ils bloquent des terminaux pétroliers, quand ils bloquent des routes, quand ils bloquent la SNCF, le transport. On leur a envoyé les gendarmes et les terminaux pétroliers ont été débloqués en 48 heures. Alors par exemple la circulation des trains, c'est très pénalisant. Il y a eu des perturbations, mais dire que la France a été bloquée, c'est absurde, c'est pas. C'était pas la réalité. Bien sûr que non. Donc il n'y a pas eu de grande grève en France du fait de la CGT depuis une vingtaine d'années. Je pense que les dernières grandes grèves... Vous vous rappelez quand vous étiez vous-même... Ministre des Affaires sociales, j'ai eu droit à 2,5 millions de personnes dans la rue, ce qui m'a pas empêché de faire la réforme. Voilà. Et un des sujets sensibles, si vous êtes élu aussi, c'est évidemment le passage, on en a parlé hier soir, de 35 à 39 heures dans la fonction publique. Ça demande aussi à être précisé. L'État va négocier, si j'ai bien compris, comme une entreprise qui serait en difficulté et qui demanderait à ses salariés de travailler plus sans que ce soit totalement compensé, c'est ça? La comparaison est assez bonne. L'État est une entreprise en difficulté. Voilà, et donc, c'est ce que j'ai entendu. Qui est pas loin de la faillite. Voilà. Et donc, vous allez demander à ces salariés, c'est-à-dire les millions de fonctionnaires. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on attend que le Fonds monétaire international et la Commission européenne viennent prendre en charge la gestion de notre pays parce qu'on sera plus capable de rembourser notre dette. Voilà, c'est tout. Et moi, je préférerais que ce soit nous qui prenions les devants, qui baissions la dépense publique et qui réorganisions la fonction publique pour que les fonctionnaires aient un avenir, qu'ils aient des possibilités d'évolution de carrière, qu'ils aient des conditions de travail qui soient meilleures et qu'ils aient des perspectives d'augmentation. Donc, voilà. Comme le disait Alain Juppé hier, à ce moment-là, un moment de tension d'ailleurs dans votre débat, ce sera travailler plus pour travailler moins dans la fonction publique, avec des Est-ce que vous avez utilisé cette expression quand on est passé de 39 à 35 heures? Vous avez dit travailler moins pour gagner plus? Non. Et donc, non mais non. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a des fonctionnaires qui sont dans une grande difficulté parce que ils n'ont pas de perspective de salaire, ils n'ont pas de perspective d'évolution de carrière. Par ailleurs, ils ont quand même une caractéristique qui s'appelle l'emploi à vie. Ils travaillent 32 ou 35 heures, et en face, il y a des Français, qui travaillent 70 heures, et qui ont parfois même pas de salaire à la fin du mois. Est-ce qu'on va continuer longtemps comme ça? Donc on peut plus se le permettre, c'est ce que vous dites. Comment vous faites en particulier, par exemple, pour les fonctionnaires, vous l'avez dit, qui travaillent 32 heures. Les infirmières, elles ont signé un accord, elles travaillent 32 heures et demie, les infirmières de nuit. Vous leur demandez, elles aussi, de faire un effort? Mais s'il y a bien sûr que les gens qui travaillent la nuit, ceux qui ont des travaux difficiles, etc., il y a des conventions, il y a des accords qui ont été signés. Il ne s'agit pas de les remettre en cause. Il s'agit de passer d'une référence de 35 à une référence de 39. Voilà, aujourd'hui, vous avez des accords autour d'une référence de 35, mais on passera à 39. Alors, vous leur demandez quoi, elles, concrètement? Elles vous on discutera avec elles. Vous leur demanderez de travailler davantage. Et d'être payées davantage. Davantage. D'ailleurs, les infirmières, c'est un bel exemple parce que dans les hôpitaux, quand on est passé à 35 heures, on n'a pas diminué le nombre de malades. Et les infirmières, elles ont subi de plein fouet la réforme des 35 heures. Et cette réforme n'a pas été intégralement compensée en termes de recrutement. Et ça a beaucoup contribué à dégrader leurs conditions de travail. Donc je pense, et elles font beaucoup d'heures supplémentaires d'ailleurs pour beaucoup d'entre elles. Donc je pense que l'augmentation du temps de travail, compensée par des conditions de travail meilleures, par des perspectives de carrière et par une compensation salariale, c'est un accord qui serait gagnant pour tout le monde. Alors on avance. Autre précision nécessaire. Vous avez rencontré lundi, on en a parlé sur RTL hier, Jean-Frédéric Poisson du Parti chrétien-démocrate. Oui. Il vous soutient et comme lui, vous lui avez écrit, vous voulez améliorer l'accueil de la vie. Lui, il demande à ce que l'avortement... Non, pas du tout. Je sais pas où vous avez dans vu sa ça. phrase, dans la lettre qu'il a publiée. Non, mais il a publié votre réponse. Oui, il n'y a pas dans ma réponse. Dans ma réponse, il n'y a rien sur ce sujet. Alors lui, il veut, en tout cas, il vous soutient, il veut limiter... Mais vous voyez comme il faut être précis. On est là pour ça. Il veut limiter l'avortement. Est-ce que vous vous engagez, non seulement, ça on a bien compris, à ne rien changer à la loi, on a compris, mais aussi à assurer aux femmes un accès sans entrave, sans limitation à l'IVG? Madame Martichoux, le tribunal de l'Inquisition, ça suffit. C'est moi? Voilà.
c'est vous depuis des jours. C'est une précision que je vous demande, parce que on peut ne pas toucher à la loi. Non seulement je n'ai pas touché à la loi, j'ai été ministre des Affaires sociales. J'ai été Premier ministre pendant 5 ans. Est-ce qu'on n'a pas pris des mesures pour permettre aux femmes l'accès à ce droit qui est celui de l'IVG? Donc je ne vais pas tous les jours répondre à une question qui n'aurait jamais dû être posée. Par Alain Juppé, en l'occurrence. Exact. Qu'est-ce qui pourrait vous faire peindre d'ici à dimanche? Que les Français ne me choisissent pas. Voilà, une élection, c'est jamais joué avant que le dernier bulletin soit dépouillé. Et pour avoir moi-même expérimenter la surprise du premier tour, je suis d'une extrême prudence. En cas de duel, je vous pose une question qui avait déjà été dans le passé. En cas de duel, François Hollande, Marine Le Pen au 2e tour de la présidentielle. François Hollande qui, par parenthèse, a accueilli votre beau score de dimanche soir comme une divine surprise pour lui. Vous votez quoi, François Fillon? J'ai déjà répondu que je ne répondais pas à cette question. Je voterai jamais pour Madame Le Pen. Et je pense que je n'aurais pas à voter pour Monsieur Hollande parce que je ne pense pas que Monsieur Hollande puisse accéder au 2e tour de l'élection présidentielle compte tenu de l'échec et du désastre que représente son quinquennat. Vous serez face aux auditeurs dans quelques minutes avec Yves Calvi. Merci beaucoup François Fillon. Au 3210, et bien entendu votre entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. À la une de notre journal de 8h, la violence faite aux femmes au tribunal de Reims. Et dans un instant, Pascal Praud pour vous vous rappelez quand vous étiez vous-même ministre des Affaires sociales, j'ai eu droit à 2,5 millions de personnes dans la rue, ce qui m'a pas empêché de faire la réforme. Voilà. Et un des sujets sensibles, si vous êtes élu aussi, c'est évidemment le passage, on en a parlé hier soir, de 35 à 39 heures dans la fonction publique. Ça demande aussi à être précisé. L'État va négocier, si j'ai bien compris, comme une entreprise qui serait en difficulté et qui demanderait à ses salariés de travailler plus sans que ce soit totalement compensé, c'est ça? La comparaison est assez bonne. L'État est une entreprise en difficulté. Voilà, et donc, c'est ce que j'ai entendu. Pas loin de la faillite. Et donc, vous allez demander à ces salariés, c'est-à-dire les millions de fonctionnaires. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on attend que le Fonds monétaire international et la Commission européenne viennent prendre en charge la gestion de notre pays parce qu'on sera plus capable de rembourser notre dette. Voilà, c'est sous. Et moi, je préférerais que ce soit nous qui prenions les devants, qui baissions la dépense publique et qui réorganisions la fonction publique pour que les fonctionnaires aient un avenir, qu'ils aient des possibilités d'évolution de carrière, qu'ils aient des conditions de travail qui soient meilleures et qu'ils aient des perspectives d'augmentation. Donc, voilà. Comme le disait Alain Juppé hier, à ce moment-là, un moment de tension d'ailleurs dans votre débat, ce sera travailler plus pour travailler moins dans la fonction publique, avec des. Est-ce que vous avez utilisé cette expression quand on est passé de 39 à 35 heures? Vous avez dit travailler moins pour gagner plus? Non. Et donc, non mais non. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a des fonctionnaires qui sont dans une grande difficulté parce que ils n'ont pas de perspective de salaire, ils n'ont pas de perspective d'évolution de carrière. Par ailleurs, ils ont quand même une caractéristique qui s'appelle l'emploi à vie. Ils travaillent 32 ou 35 heures, et en face, il y a des Français, qui travaillent 70 heures, et qui ont parfois même pas de salaire à la fin du mois. Est-ce qu'on va continuer longtemps comme ça? Donc on peut plus le permettre, c'est ce que vous dites. Comment vous faites en particulier, par exemple, pour les fonctionnaires, vous l'avez dit, qui travaillent 32 heures. Les infirmières, elles ont signé un accord, elles travaillent 32 heures nationales. Vous seriez convaincant en expliquant que vous êtes anti-système, et que le microcosme est contre vous? Vous êtes sûr? Mais la question n'est pas de savoir si je serai convaincant, la question est de savoir si ce microcosme dérape ou pas. S'il ne commet pas des fautes, enfin, comparer le programme qui est le mien à Vichy, soit ça veut dire que M. Berger n'a aucune culture et aucune référence historique, soit ça veut dire qu'il est dans une espèce de provocation qui n'est pas digne de quelqu'un qui, par ailleurs, se pose en donneur de leçons. On va revenir, si vous le voulez bien, sur des éléments de votre programme. On a besoin de précision. Alors, vous insistez beaucoup sur l'efficacité présumée de ce programme. Vos réformes, vous l'avez dit, vous les faites passer par ordonnance entre le 1er juillet et le 30 septembre. Pour une part par ordonnance et pour d'autres par un débat législatif normal. Retraite, temps de travail, fiscalité, apprentissage. Une précision sur la réforme du Code du travail. Vous supprimez le monopole syndical au premier tour des élections. Autrement dit, tout le monde pourra se présenter, et pas seulement les adhérents syndicaux. Le but, c'est d'introduire le progressisme dans le syndicalisme? Oui, le but, c'est de déverrouiller un système qui est figé sur des bases qui sont
des bases historiques. Et qui, compte tenu, et ça vaut d'ailleurs pas seulement pour les syndicats, je pense que ça vaut pour beaucoup de structures de la société française qui sont étriquées, enfermées sur elles-mêmes, qui ont besoin de s'ouvrir. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus accepter que ces organisations syndicales aient un monopole. Mais alors, vous permettrez aussi qu'un candidat proche du patron de l'entreprise se présente, ça ne vous gêne pas? Non, mais ça me fait rire. Oui, ça me fait rire. C'est encore une caricature. Non, c'est pas une caricature, mais c'est que on a l'impression qu'on vit dans les années 50 ou dans les années 30. On est dans les années 2016. Il y a aujourd'hui beaucoup de citoyens qui sont les infirmières de nuit. Vous leur demandez elles aussi de faire un effort? Mais s'il y a bien sûr que les gens qui travaillent la nuit, ceux qui ont des travaux difficiles, etc. Il y a des conventions, il y a des accords qui ont été signés. Il ne s'agit pas de les remettre en cause. Il s'agit de passer d'une référence de 35 à une référence de 39. Voilà, aujourd'hui, vous avez des accords autour d'une référence de 35, mais on passera à 39. Alors, vous leur demandez quoi, elle, concrètement? Elle vous on discutera avec elle. On discutera avec elle. Vous leur demanderez de travailler davantage. Et d'être payé davantage. Davantage. D'ailleurs, les infirmières, c'est un bel exemple parce que dans les hôpitaux, quand on est passé à 35 heures, on n'a pas diminué le nombre de malades. Et les infirmières, elles ont subi de plein fouet la réforme des 35 heures. Et cette réforme n'a pas été intégralement compensée en termes de recrutement. Et ça a beaucoup contribué à dégrader leurs conditions de travail. Donc je pense, et elles font beaucoup d'heures supplémentaires d'ailleurs pour beaucoup d'entre elles. Donc je pense que l'augmentation du temps de travail, compensée par des conditions de travail meilleures, par des perspectives de carrière et par une compensation salariale, c'est un accord qui serait gagnant pour tout le monde. Alors on avance. Autre précision nécessaire. Vous avez rencontré lundi, on en a parlé sur RTL hier, Jean-Frédéric Poisson du Parti chrétien-démocrate. Oui. Il vous soutient et comme lui, vous lui avez écrit, vous voulez améliorer l'accueil de la vie. Lui, il demande à ce que l'avortement... Non, pas du tout. Je sais pas où vous avez dans vu sa ça. phrase, dans la lettre qu'il a publiée. Non, mais il a publié votre réponse. Oui, il n'y a pas dans ma réponse. Dans ma réponse, il n'y a rien sur ce sujet. Alors lui, il veut, en tout cas, il vous soutient, il veut limiter... Mais vous voyez comme il faut être précis. On est là pour ça. Il veut limiter l'avortement. Est-ce que vous vous engagez, non seulement, ça on a bien compris, à ne rien changer à la loi, on a compris, mais aussi à assurer aux femmes un accès sans entrave, sans limitation à l'IVG? Madame Martichoux, le tribunal de l'Inquisition, ça suffit. C'est moi? Voilà. C'est vous depuis des jours. C'est une précision que je vous demande parce que on peut ne pas toucher à la loi et non seulement je n'ai pas touché à la loi, j'ai été ministre des Affaires, sont prêtes à s'engager. Il y a un dialogue social qui existe dans les entreprises, qui est beaucoup plus équilibré que ce qu'on raconte. Et donc peut-être justement parce qu'il y a des garde-fous. Vous permettrez par cette réforme qu'un salarié. Je permettrai par cette réforme que la démocratie s'exprime. Voilà. Les syndicats sont trop puissants? Non, ils sont pas puissants, justement, ils sont assez faibles d'ailleurs, ils sont faibles. Et moi je préférais qu'ils soient plus puissants, moi je préférais qu'il y ait une grande ou deux grandes organisations syndicales puissantes. Vous ne cherchez pas à les affaiblir par cette réforme? Mais ils sont faibles par eux-mêmes, ils sont faibles par leur comportement, ils sont faibles par le fait qu'ils ont peu d'adhérents, par le fait que les Français ne sont pas séduits, ne sont pas convaincus, ni par les syndicats, ni par les partis politiques. Tous les mêmes d'ailleurs, les syndicats, vous les mettez tous Non, ils sont très différents. Ils sont très différents. On voit bien qu'il y a une organisation syndicale qui évolue vers une forme de progressisme, la CFDT, avec ici ou là enfin c'est pas uniforme, mais on voit bien quand même qu'il y a un mouvement qui est engagé depuis longtemps d'ailleurs. Hein. Et puis il y a une organisation syndicale qui reste accrochée à des dogmes et à des conceptions. Celle-là, c'est la CGT. Oui, et alors qui a déjà réagi négativement d'ailleurs, notamment lundi, à votre programme. La CGT bloque la France pour une réforme du travail que vous jugerez lilliputienne par rapport à vos projets. Vous imaginez que parce que vous avez annoncé la couleur, ça n'arrivera pas en pire? Mais la CGT n'a jamais bloqué la France, Madame Martichoux. C'est encore une façon de parler qui aboutit à décourager tout le monde de faire des réformes. On dit ils ont bloqué la France, c'est juste faux. Est-ce que la France a été bloquée? Quand ils bloquent des terminaux pétroliers, quand ils bloquent des routes, quand ils bloquent la SNCF, le transport. On leur a envoyé les gendarmes et les terminaux pétroliers ont été débloqués en 48 heures. Alors par exemple la circulation des trains, c'est très pénalisant. Il y a eu des perturbations, mais dire que la France a été bloquée, c'est absurde, c'est pas. C'était pas la réalité. Bien sûr que non. Donc il n'y a pas eu de grande grève en France du fait de la CGT depuis une vingtaine d'années. Je pense que les dernières... qu'Elisabeth Martichoux vous recevez ce matin, François Fillon. Bonjour François Fillon. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio, quelques heures après le débat de l'entre-deux tours. Vous avez le sentiment d'avoir gagné la partie hier soir? Comme je l'ai dit hier soir, c'est pas un combat, donc c'est pas une question de gagner ou de pas gagner.
Mais je pense que le débat s'est bien passé, qu'il a été sérieux, qu'il a été digne, qu'il a été dans l'esprit, au fond, pour l'essentiel de la primaire de la droite et du centre, dont on avait annoncé qu'il y aurait du sang sur les murs, et qui, à l'exception de 2 ou 3 jours de débordement, a été plutôt une primaire de bonne tenue. Alors justement, on a senti quand même, après ces 2-3 jours dont vous parlez, une volonté d'apaisement chez Alain Juppé hier soir. Il était allé trop loin sur certains aspects. Oui, je pense que c'était à la fois contre-productif pour lui-même, c'était contre-productif pour la droite et le centre dans leur ensemble, et c'était surtout tellement caricatural que ça ne pouvait profiter à personne. Caricature, c'est un mot que vous avez prononcé en effet plusieurs fois d'ailleurs parfois. hier soir. Qui est faible, Oui. c'est-à-dire Enfin, on a assisté à un déchaînement ridicule d'un petit microcosme qui prétend tout savoir et qui voudrait imposer sa vision. Enfin, j'ai quand même été traité de Tarek Ramadan de sacristie et quasiment de maréchal Pétain par Pierre Berger. Il faut que ces gens... Il a parlé de la France pétainiste. Oui, il faut que ces gens hier. comprennent que, aveuglés par leur arrogance, par leur suffisance, ce sont les meilleurs agents électoraux des extrémistes, même Madame Le Pen. Les meilleurs agents électoraux de Marine Le Pen. Oui, absolument. Vous pensez qu'ils font monter le vote Bien Front sûr, National. par cette arrogance, par cette manière Mais le Front National d'imposer leur vision de la société, qui n'est pas forcément celle de tous les Français. Mais, un peu d'ouverture d'esprit, un peu d'écoute des autres, un peu d'écoute du peuple français, ça ne leur ferait pas de mal. Mais si un jour vous deviez vous retrouver face au Front